Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine désormais disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique 573. Le délestage. Tout Africain connaît ce mot et ce phénomène. C'est l'instant où tout s'arrête, où l'on est plongé dans le noir. Le délestage, c'est l'instant où le climatiseur, tout comme le ventilateur, s'arrête également. Le délestage, c'est l'instant où le réfrigérateur émet un vrombissement inattendu, puis s'arrête net, comme pour dire « je n'ai plus le courant ». Le délestage, c'est aussi l'instant où le tenancier de la poissonnerie du quartier, tout comme le soudeur vulcanisateur qui pratique la soudure à lac, s'énerve, s'emporte et maudisse le ciel, si ce n'est l'État. Mais qu'a-t-il fait, le ciel? Ne nous a-t-il pas tout donné? N'avons-nous pas le soleil tous les jours? N'avons-nous pas des lacs et des fleuves qui figurent parmi les plus puissants du monde, susceptibles de produire l'électricité? Pourquoi plus d'un demi-milliard d'Africains sont plongés tous les soirs dans le noir? L'Afrique réussira-t-elle le pari de son industrialisation sans être autosuffisante sur le plan énergétique? L'Afrique, face au déficit et à l'immense potentialité énergétique, c'est le thème de notre rendez-vous de ce jour. J'ai le plaisir de recevoir trois invités. Vincent Nkondjok, ancien haut fonctionnaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ingénieur énergéticien, spécialiste de physique atomique. Vous êtes le fondateur et le directeur général de Ileme Énergie. SA, c'est un conglomérat énergétique basé au Sénégal et au Cameroun. Grand promoteur, êtes-vous des énergies renouvelables? Alors, comment résorber le déficit énergétique du continent? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Merci. David Asiba Johnson, ingénieur mathématicien, professeur des universités. La problématique énergétique et industrielle ne vous est pas étrangère. Vous avez formé des générations entières d'ingénieurs en électricité et de télécommunications. Vous avez enseigné ce qu'on appelle l'architecture des systèmes complexes. Ça a forcément un lien avec la problématique qui nous mobilise autour de cette table, mais on en parle au cours de cette émission. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Olivier Ngo, un autre ingénieur, l'Afrique, le Cameroun, on le voit, et l'Afrique regorge de compétences. Ce qui peut en douter, Olivier Ngo, vous êtes ingénieur, architecte, expert en énergétique du bâtiment, et le fait qu'une bonne partie du continent africain soit dans le noir est tout simplement scandaleux, selon vous, mais on en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par vous. Vincent Nkondjok, vous êtes énergéticien, je l'ai dit, spécialiste de l'énergie nucléaire. Commençons par l'explication des concepts simples. C'est quoi l'énergie nucléaire? Oh non, mais si on commence par l'énergie nucléaire, je dirais que c'est comme toute autre énergie. C'est une source énergétique qui, par rapport à la production de l'énergie primaire, est faite avec l'atome, avec le nucléaire. Donc, d'une certaine manière, la chaleur qu'on produit dans la centrale qui permettra donc de créer l'énergie mécanique qui est requise, au lieu que ce soit le charbon qu'on chauffe, oui, ou alors le gaz, ou alors le pétrole, eh bien, ce sera le nucléaire qui produira cette chaleur. C'est aussi simple que ça. Donc la différence entre l'énergie nucléaire et les autres énergies, c'est le mode de production? Uniquement. Uniquement. On va être pragmatique dans cette émission et parler des choses basiques, des choses simples, des choses qui concernent le quotidien de nos compatriotes, de nos compatriotes sur le continent. Professeur David Asiba Johnson, je l'ai dit, près d'un demi-milliard d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Le chiffre est de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Comment vous vivez une telle situation? Quel regard portez-vous cette situation? Vous qui, comme je l'ai dit, avez formé des ingénieurs en électricité. Le problème ici, ce n'est pas un problème scientifique d'abord, hein, c'est un problème qui relève de la stratégie. Vous me permettez de pouvoir citer le premier Africain qui s'est occupé de ces problèmes.
c'est le professeur Cheikh Anta Diop, avec qui j'ai travaillé jusqu'au 8 septembre 1981, et il est décédé. Et j'aimerais pouvoir le citer. Il dit ceci: ce sont les responsables politiques qui ne sont pas... ce sont les responsables politiques qui ne sont pas à la hauteur de ces problèmes, mais qui, au fond, n'y ont jamais réfléchi sérieusement, qui ont peur d'accomplir l'acte qu'ils considèrent comme le sevrage économique. Quel acte? De quel acte parle? Notamment la production de se prendre en charge. Deuxième élément concernant Cheikh Anta Diop. Il a écrit en 1955, ça fait 70 ans, qu'il a recensé l'ensemble de toutes les énergies possibles sur le continent africain. Et que je m'en vais vous citer, s'il vous plaît, de pouvoir m'écouter. Mais je vous en prie. L'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie atomique, l'énergie thermonucléaire, l'énergie éolienne, l'énergie thermique des mers, l'énergie marémotrice, la houille rouge, l'énergie thermique des volcans et géothermique. C'était écrit dans Alerte sous les tropiques le 23 décembre 1955. L'énergie thermique des volcans. On peut aussi utiliser la géothermique pour produire. Voilà. Donc c'est déjà en 1955 qu'il écrit. Il avait 32 ans. J'avais à peine 4 ans. Alors, il y avait le projet du Nil. Oui. Le projet du Nil vient d'être réalisé actuellement par l'Éthiopie. Par l'Éthiopie. Alors, vous voyez que le problème... Pas seulement. Oui, oui, bien sûr. Oui. Vous voyez que le problème qui se pose, c'est qu'il existe des systèmes de production, n'est-ce pas? Mais, en fait, faudrait-il encore qu'on ait envie de faire le choix de pouvoir produire cette énergie? C'est une question d'envie. Comment? C'est une question d'envie, selon vous? Ah non, ne disons pas que c'est une question d'envie. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Bien sûr. Il y a des problèmes, par exemple, de mutualisation des ressources. Il y a le problème de la masse critique. Il y a le problème du financement, etc. Bref, procédons par méthode. La méthode, ça consiste à dire il n'est pas possible de s'industrialiser s'il n'y a pas de la production énergétique. Alors, comment peut-on s'y prendre pour valoriser la filière énergétique? On en parlera eu égard aux différentes sources d'énergie qui sont possibles. Les solutions, on en parlera. Voilà. Non, je suis dans le mode de l'interrogation. Ah, d'accord, ok. Je ne suis pas en train de donner des réponses. D'accord. Donc, l'autre élément que je voudrais pouvoir ajouter, qui me semble tout à fait fondamental, c'est, je vais rappeler le cas de la CECA. La CECA, c'était au niveau de l'Europe, qui était concernant la production du charbon et de l'acier, dans les années 1958. L'Europe a décidé qu'il fallait pouvoir mutualiser et définir une politique. Avec la communauté. Voilà, etc. Mais regardez au niveau du continent africain, qu'est-ce qui s'est produit? Jamais il y a eu un plan qui a été élaboré dans le cadre d'une mutualisation pour la production. Donc, ce qui m'amène à vous dire, c'est d'abord le problème de la vision. Où désire-t-on aller? Ensuite, donc un projet, une définition d'une trajectoire, une définition de mobilisation de ressources, etc. Donc le problème est stratégique. Il est stratégique. Dès lors qu'il est stratégique, a-t-on réellement les hommes qu'il faut à la place qu'il faut par rapport aux enjeux? On va en parler. C'est une façon de pouvoir introduire le parcours. Ah oui, c'est une très belle introduction, professeur. On va en parler. Alors, c'est quoi l'état des lieux? Partons de l'état des lieux, de façon concrète et empirique. La situation aujourd'hui, c'est qu'on a sur le continent des pays où les populations ont l'électricité 4 heures dans la journée. Pour ceux qui sont chanceux, celles qui sont chanceuses, 8 heures dans la journée. Les moins chanceuses, c'est 2 jours, 3 jours. Mais ça fait des années que ça dure. La question, c'est, avons-nous tout au moins un cadre cognitif qui permette aux gouvernants de poser la problématique sur la table et de chercher les solutions? Le professeur l'a dit, je peux le dire à la décharge de quelques États isolés que la préoccupation existe. Vous avez
par exemple, entre le Bénin et le Togo, le barrage de Nangbeto, qui est donc un projet entre les deux États, mais le déficit est toujours là. La réflexion existe entre le Congo, les deux Congos, par exemple, produire un barrage, etc. Mais on est en 2025 et la question du déficit énergétique est une question vieille. Pourquoi on ne traite pas de façon profonde et radicale cette question? Alors, j'ai bien aimé l'introduction du professeur parce qu'il a touché oui. là où ça fait mal. Parce que c'est une question de volonté politique. Il a parlé de stratégie, mais moi, je peux parler de volonté politique. Parce que je disais tantôt que l'énergie ne tombe pas du ciel. C'est vrai. On a déjà, à la base, un déficit majeur d'investissement en matière de structure de production. Le même chiffre pour comparer, en France, il y a une installation qui est de 2176 watts par habitant. Au Cameroun ou au Nigeria, on est à 60 watts par habitant. 60. 60. Ouais. Ça fait un différentiel de 30. À partir de là, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens aient de l'électricité partout et tous les jours. Maintenant, pourquoi est-ce que avant de rentrer dans Bien pourquoi, sûr. je donne un autre élément qui est très important. C'est aussi une question de mauvais choix, encore la stratégie, de mauvais choix de mix énergétique. Parce que aujourd'hui, on a par facilité privilégié les méga factories de grosses productions qui posent beaucoup de problèmes, qui posent des problèmes d'accès au financement, on en reparlera, Oui. des gros financements qu'il est difficile d'obtenir, qui posent des problèmes de redistribution de l'énergie à grande échelle, parce que vous avez une production qui est centralisée, qui pose des problèmes de technologie, de maîtrise, parce que quand on est capable de construire un barrage d'1 mégawatt, facilement, une fois qu'on passe à 1000 mégawatts, le volume d'échelle démultiplie la difficulté technique, même s'il s'agit du même sujet. Oui. Donc, il y a aussi cette question de choix énergétique où, de mon point de vue, on a fait des mauvais choix en copiant ce qui se fait en Occident, en sachant qu'ils n'étaient pas au même niveau que nous. Donc, nous devons revoir la stratégie des mix énergétiques et aller vers des énergies qui sont plus localisées, plus simples à produire et rapidement diffusables. Très bien. Vincent Kondjok, abordons la question sous l'angle de la disponibilité de la technologie et du coût de fabrication. Pourquoi ne sommes-nous pas en situation d'offrir de l'électricité à tout le monde? Attention, il y a des cas isolés. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont atteint un taux important d'électrification. Ils sont au-delà de 90%. Je crois, c'est d'ailleurs le troisième pays. Un peu moins. Un peu moins, 89, 87, Entre 50 et 90. Voilà, entre 50, c'est déjà pas mal. Non, c'est bien au-dessus de 50. Oui, bien au-dessus de 50, on est d'accord. Oui, bien sûr. C'est plutôt dans les zones rurales. Dans les voilà. cités, on est déjà à plus de 80. En tout cas, des efforts sont faits. L'autre fois, j'ai fait même le tronçon à Abidjan, Sakassou la nuit. Tous les villages étaient pratiquement électrifiés. Mais ça, malheureusement, c'est un cas isolé. Quel est le véritable problème pour que, comme je l'ai dit dans mon introduction, celui qui tient la poissonnerie du quartier voit son entreprise mourir quand au bout de 4 jours, il n'a pas le courant, les poissons pourrissent. Il est obligé de les jeter. C'est un drame. Comment ça s'explique-t-il? Je vais revenir vraiment sur l'envolée du professeur qui montre l'enseignant et il a touché le point le plus important qui est la stratégie. Moi, je vais descendre un cran en dessous et parler de manière beaucoup plus pratique par rapport à la mise en œuvre. Parce que quand on parle stratégie, les gens ne voient que vision, écrit et autres. Il est important de regarder les choses de manière beaucoup plus pratique. Le premier des points, quand on découle de là, on a la vision, on a la stratégie, il faut avoir des plans. Et quand il cite Cheikh Anta Diop et autres, en réalité, Cheikh Anta Diop donne les possibilités que nous pouvons avoir. Et donc, c'est à nous maintenant d'utiliser les outils de planification qui font en sorte que nous puissions planifier la mise en œuvre de tout cela. Oui, mais depuis 1955, le professeur dit... Ça fait 70 ans. 70 ans. On est sous les tropiques. J'ai la page. Qu'est-ce qui s'est passé? 70 ans. Oui, on a vu. Je dis. Donc, il faut maintenant entrer dans l'aspect
planification de manière optimale. Nous avons énormément de problèmes dans notre continent. C'est des problèmes de la maîtrise de ce qui doit être fait, la volonté de vouloir faire des choses de façon optimale et d'éviter de copier ce que les autres ont fait. Nous n'avons jamais essayé de voir à peu près qu'est-ce qui est bien pour nous. Nous sommes, je dirais, des éternels étudiants qui, du fait que nous ayons eu des doctorats ou des diplômes d'ingénieurs ailleurs, on revient et on veut exactement copier ce qui doit être fait ou ce qui a été fait ailleurs. Quand j'ai parlé de tout ce qui est planification nécessaire et qui nous permettra d'avoir une vision et donc de pouvoir anticiper sur la problématique et les problèmes que nous pouvons rencontrer, je vais parler maintenant des infrastructures. S'il vous plaît. Et quand on parle des infrastructures, c'est que tout le monde voit il faut construire des centrales. Non. Aujourd'hui, il faut une organisation appropriée et c'est elle qui peut nous permettre de pouvoir nous développer. Et l'organisation commence par quoi? Le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire a une importance capitale. Il y a les mécanismes financiers. Aujourd'hui, nous sommes à vouloir utiliser les mêmes mécanismes financiers qui s'utilisent ailleurs. Pourtant, la plupart du temps, nos monnaies sont, comme dirait quelqu'un, des monnaies de singe. C'est-à-dire quoi concrètement les mécanismes? Mais ça veut dire que nos monnaies aujourd'hui, nous voulons utiliser les mêmes mécanismes financiers qui sont utilisés en France ou aux États-Unis. Et pourtant, nous n'avons pas de monnaie qui nous permettent de pouvoir faire exactement la même chose. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est comment nous retourner et voir ce que nous avons, voir comment nous pouvons nous améliorer, quels sont les mécanismes financiers que nous pouvons mettre en place pour pouvoir être capables de faire des choses à notre manière. Et je peux aller plus loin, les normes aujourd'hui, parce que quand vous parlez de délestage, le délestage, tout le monde voit qu'on n'a pas assez produit de courant, mais sous-entendons qu'on produise beaucoup de courant, sous-entendons, eh bien, on a des problèmes de transport. Oui. Sous-entendons qu'on règle... Il n'y a même pas d'infrastructure de transport. Sous-entendons qu'on règle le problème de transport. Ce n'est pas fini. Sous-entendons qu'on règle les problèmes de transport. On se retrouve encore avec des problèmes de réseau de distribution. Pourquoi? Parce que la qualité de nos transformateurs ne sont pas bons. Et le jour où un tombe en panne, il faut le commander où? Dans un pays étranger. Il va mettre 2 mois pour venir. Donc, entre-temps, les gens n'ont pas d'électricité. Donc, tout cela, les poteaux électriques, nous sommes des consommateurs compulsifs. Nous achetons tout. Donc, je finis par ce point-là. C'est que nous n'avons jamais réfléchi pour pouvoir absorber et localiser les technologies qui pourront être optimales pour notre développement. Donc, vision, stratégie, plan de développement, absorption de la technologie sur la base de ce que nous possédons. Parce qu'il est important de savoir que pendant très longtemps, nos pays ont utilisé par exemple des groupes diesel. Oui. Mais on n'avait pas de raffinerie pour faire le gazole. C'est ça. Donc, on importait ce gazole. Oui. Et beaucoup de pays, le Cameroun par exemple actuellement, du fait de la raffinerie qui n'est pas en fonctionnement, il y a le fioul lourd, il y a tout cela. Et pourtant, nous avons des ressources naturelles, des ressources minières, des ressources locales que nous pouvions utiliser pour cela. En 1960, en 1950, on n'avait peut-être pas la technologie. Aujourd'hui, on peut les acheter d'une manière ou d'une autre et pouvoir les développer et d'une certaine manière localiser notre système de production énergétique. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient tout à l'heure. Je vous redonne la parole, professeur. On marque une courte pause. À tout de suite pour la deuxième partie de notre émission. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de notre émission, dont le numéro de ce jour est consacré à la question énergétique. En Afrique, le pari, on le connaît, l'Afrique veut industrialiser son économie, mais avons-nous les moyens d'atteindre l'autosuffisance énergétique nécessaire pour industrialiser notre économie? La question est posée dans cette émission. Professeur David Asiba Johnson, vous vouliez répondre par rapport Oui, à c'est-à-dire qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent d'abord. On considère, ça relève d'abord de la politique industrielle, avec une vision qu'on doit définir par rapport à cette politique. C'est-à-dire, ensuite, le problème du rattrapage technologique dont il parle, qui est un élément tout à fait un problème. Donc, vous voyez là, il est indispensable d'envisager d'abord une ingénierie de la connaissance. N'est-ce pas? Parce que ce sont des hommes qui maîtrisent une technologie. Il faut d'abord qu'il y ait un plan pour former ces ingénieurs. Vous savez, vous pensez que l'Afrique n'a pas aujourd'hui? Mais, monsieur, faites très attention. Je peux vous répondre. Si vous êtes dans des écoles d'ingénieurs, regardez combien de personnes sortent dans des écoles d'ingénieurs. À l'école des mines, par exemple, combien d'ingénieurs africains sortent? Ou à l'école des ponts et chaussées, combien d'ingénieurs? Il faut être sérieux. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas en train de dire que les Africains ne sont pas intelligents, etc. Mais il y a combien d'ingénieurs? Vous savez, actuellement, le problème, il y a des statistiques, et j'ouvre la parenthèse, ce n'est pas l'objet du débat, l'Iran produit plus d'ingénieurs que de par le monde, quand même. Hein. C'est vrai. Bon, alors moi, je dis la chose suivante. Si, au niveau du continent africain, nous avons là... Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est l'accélération pour le rattrapage technologique. N'est-ce pas? Par exemple, actuellement, on forme des ingénieurs en France. Nous avons 2 années de classe préparatoire, et puis 5 ans, 3 ans, etc. Même si on n'était pas aussi rapide que ça, disons qu'on prenne 5 ans, 7 ans ou 10 ans, nous pouvons rapidement, n'est-ce pas, avec une planification bien définie, sortir environ plus de 10 000 ingénieurs dans tous les corps, etc. Maintenant, quand ces ingénieurs sont là, pourquoi j'en parle? Parce que le problème qui était soulevé tout à l'heure, qui était le problème de la dépendance par rapport à l'acquisition des matériaux qui se feraient à l'extérieur. Oui. Donc, il est nécessaire que nous ayons alors des mécaniciens, n'est-ce pas, ou des spécialistes de calcul de structure pour produire, n'est-ce pas, ce dont nous avons besoin. Donc, c'est tout autour, n'est-ce pas, de l'ingénierie de la connaissance que le problème se pose. Premier problème, c'est vrai, qui est le problème, ce que vous appelez par volonté politique. Mais avant qu'il y ait une volonté politique, faudrait-il d'abord que le problème eût été posé stratégiquement, conceptualisé. N'est-ce pas, et conceptualisé, avant de dire maintenant que j'ai la décision d'y aller. Totalement raison. Bah, inverser les choses, je veux dire, c'est la volonté politique. Non, si vous n'avez pas défini la filière, la volonté justement de pouvoir vous réunir et travailler ensemble pour valoriser, mutualiser des ressources qui sont déficientes de par ailleurs, pour atteindre une masse critique, vous n'allez nulle part. Non, soyons sérieux. L'Afrique n'utilise pas son potentiel. La preuve. Le camarade vient de mettre en évidence certaines choses. A-t-on sollicité les compétences pour justement les aider? Pour pouvoir dire, écoutez, même la Banque africaine de développement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finance normalement des infrastructures. C'est-à-dire, elle finance. Mais comment elle les finance-t-elle? Elle les finance-t-elle avec une stratégie préalablement définie qui définit la filière? Non, c'est du coup step by step. Comment dit-on? Coup par coup. Ah, ça, c'est intéressant. C'est des coups par coup. Elle accompagne les États dans leur politique, dans la mise en acte de leur politique infrastructurelle. Elle ne définit pas, elle ne se substitue pas aux États. Nous disons, M. Togbé Richard, oui, professeur, n'est-ce pas? Dans l'industrie, ce qui importe, c'est la masse critique. C'est vrai. Pour avoir ce qu'on appelle les effets d'économie d'échelle. N'est-ce pas? J'ai la chance, moi, d'avoir étudié avec Marcel Boiteux, qui a été le directeur général de l'EDF, qui a conceptualisé le tarif vert pour permettre, en fait, le coût optimal à quel prix on devait vendre l'électricité, pourquoi il sera directement accessible. C'est ce problème-là s'oppose en Afrique également. C'est-à-dire le choix, n'est-ce pas, de la tarification optimale au coût marginal. C'est des problèmes d'économie publique, n'est-ce pas, qui sont des problèmes sérieux dont on ne peut pas faire l'économie. C'est très clair. Voyez, non, le problème, soyons sérieux. Je crois que la volonté, n'est-ce pas, de sortir du sous-développement n'est pas présente par rapport à la classe dirigeante. Elle n'est pas présente. Et il est important, afin que mes camarades puissent quand même parler,
que je terminerai tout simplement à dire qu'il est temps de se réveiller. Nous ne pouvons pas continuer comme ça au XXIe siècle. On doit pouvoir utiliser les compétences qui sont plurielles, même si elles sont marginales, mais qui existent, sur lesquelles on réfléchit, qui réfléchissent. Ce sont 10 ans. Ce sont 10 ans, le problème est posé. Il existe l'ensemble des ressources qui sont identifiées. Et nous sommes là encore dans une impossibilité de pouvoir résoudre Alors, des problèmes triviaux. ce que dit le professeur m'attriste, moi, à titre personnel, et ce, d'autant plus que, journaliste, je couvre souvent, à Paris et ailleurs, ces types de forums économiques entre tel pays et la France, où on demande aux investisseurs de venir investir en Afrique. Pratiquement tous les pays mettent Tous. en œuvre ce type de plans quinquennaux de développement ou de plans triennaux de développement, etc., etc. La question, c'est comment se fait-il qu'on ne pose pas l'interrogation de base? C'est-à-dire que pour que je demande à un investisseur de venir investir chez moi, il faut que j'ai de l'énergie. Si je suis dans l'agroalimentaire, et que je sais qu'il ne faut pas que la chaîne de congélation soit rompue. Je veux, moi, installer une grande usine de poissons à Cotonou ou à Douala ou à Kribi, mais il faut que le petit détaillant qui vient acheter chez moi, il faut qu'il soit en situation de congeler son poisson, de conserver son poisson et de le vendre sur des jours et des semaines. Mais il n'y a pas de courant pour ça. Comment je fais? Pourquoi l'interrogation n'existe-t-elle pas? L'interrogation, je disais tantôt que les décisions politiques, ce qui sous-tend les décisions politiques, Oui. ce sont les rapports de force sous-jacents, c'est-à-dire les lobbies financiers, les intérêts financiers, les intérêts géostratégiques des Occidentaux notamment, qui n'ont pas forcément intérêt à ce que l'Afrique se développe un peu trop vite. Et évidemment, les idéologies politiques. Ouais. C'est ça qui, de mon point de vue, aboutit à des décisions qui sont hors du bon sens. Et on disait tout à l'heure que finalement, on parle de volonté politique, on parle de stratégie, les deux vont ensemble. Je pense que s'il n'y a pas de volonté politique, on ne peut même pas penser à la stratégie. S'il n'y a pas de, on peut commencer à penser à la stratégie, certes, les techniciens sont là pour ça, pour imaginer les stratégies, mais dès lors que la volonté politique n'y est pas, les stratégies restent sous la table. Donc, cher ami, il y a un déficit de réflexion stratégique. Ah oui, en Afrique. on est d'accord. Il y a un Oui, déficit. Laissez cette affaire politique-là de côté. Non, non. Il y a une incompétence totale de l'inexistence d'une démarche stratégique. Il faut en être conscient. Non, non, moi, il faut en être conscient. On ne peut pas généraliser. Non, mais moi, On peut je pas voudrais généraliser, dire quelque parce que- chose. oui. Je voudrais dire quelque chose à la réponse du professeur. Il est évident que nous avons un déficit stratégique, c'est clair. On l'a dit, je l'ai dit précédemment, notamment sur la question du choix du mix énergétique. Mais ce que j'ai aussi envie de dire, Il y a d'autres facteurs. c'est que la technologie en soi, sur la production d'énergie, ne peut pas être un obstacle. Nous sommes, on ne parle pas de nanotechnologie. Oui. Moi, je dirais que moi, à titre personnel, je ne suis pas expert dans le nucléaire, mais j'ai une expérience Bien dans le sûr. nucléaire, chez EDF. Chez D'accord. tout ça. Oui, c'est ça. Mais permettez que je oui, termine, oui. cher Richard. Ce que je veux dire, c'est que la seule technologie de production d'énergie qui, aujourd'hui, techniquement, est hors de portée des Africains, ce sont les EPR. Mais tout ce qui est du reste est largement accessible. Bien sûr. Mais largement. Nous ne produisons Donc- pas des turbines. Comment ? Est-ce qu'on produit des turbines au Cameroun? Non. Mais je vais vous dire, Oui. ce que je disais tantôt, je disais la solution, quand je parle de volonté politique. Oui. J'ai dit, les États ont la possibilité de décider C'est de vrai. politique budgétaire expansionniste. C'est vrai. Je vais terminer sur quelque chose. Quand vous mettez en place une politique budgétaire expansionniste, c'est-à-dire que vous pouvez financer vos grands projets quasiment sous fonds propres. Vous maîtrisez ce qu'on appelle le schéma industriel. C'est vrai. Le schéma industriel, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la façon dont on divise le travail entre les différents partenaires. Absolument, Et oui. ça vous permet de tisser le lien de la récupération, en fait, du transfert de technologie. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'aime pas beaucoup le terme « acheter la technologie ». Parce que, d'une certaine manière, C'est quoi le terme on approprié? organise un transfert parce que
En tant que propriétaire, en tant que, Ah oui, ça, c'est vrai. en tant que donneur d'ordre, tu les fais. On garde Vous pouvez le prix. organiser Mais les maîtrise choses. d'ouvrage, hein, Voilà. Absolument. Et que quand la banque, la BAD nous finance et qu'on est financé par les prêts, en fait, on a le cas chez nous, au Nachigal, au Cameroun, le barrage. En fait, on subit totalement C'est vrai. le schéma industriel et en fait, on n'y comprend rien et on est lésé. Je suis sûr qu'on trouvera les solutions dans cette... Moi, Allez-y. je voudrais juste rajouter une chose. J'aimerais pas que notre discussion soit juste axée sur l'aspect stratégie et puis volonté politique. C'est ça. Oui, ça, c'est Professeur, autant l'aspect stratégique, la question ne se pose pas. Mais je vais juste vous donner un petit exemple, S'il vous plaît. voire deux, et je vais aller rapidement. 2008, le chèque d'Abu Dhabi, parce que quelqu'un est venu le voir, dit « Je suis intéressé par le nucléaire ». Très rapidement, il lance une petite étude. On vient dans mon bureau, j'étais à l'AEA à l'époque, 3 personnes. Les Émirats arabes unis, je dis les Émirats arabes unis, je n'ai pas dit Abu Dhabi, les Émirats arabes unis avaient un seul ingénieur nucléaire. En 2008. 2008, ils ont 4 centrales nucléaires qui sont construites aujourd'hui. Parce qu'en 2008, quand le chèque, il y a un document qui a été fait qui s'appelait le white paper, qui était une vision pour juste savoir est-ce que nous pouvons le faire. On lui a dit oui, vous pouvez le faire. Est-ce que ça aura un impact? Et c'est lui qui avait donné l'ordre pour que cette étude puisse être faite. Oui, ça aura un impact. OK, vous y allez. Vous mettez tout ce qui est à disposition pour pouvoir le réaliser. Ils ont 4 centrales aujourd'hui. Quand on retrouve un pays comme le Maroc, il y a 15 ans, avant que le jeune roi, qui n'est plus jeune aujourd'hui, arrive, n'était pas très, très, très différent de nos pays. C'est vrai. Et le Maroc est venu avec une stratégie, effectivement, et un plan de développement et une absorption de la technologie, et notamment la technologie solaire. Je reviens même dans un pays comme le Sénégal. Macky Sall arrive, il dit « Je vais lancer le plan Sénégal émergent ». Le pays a le délestage exactement, comme dans tous les autres pays africains, notamment le Cameroun. Il dit « Je lance le plan Sénégal émergent avec une grande composante énergétique parce que j'aimerais que nous sommes à 45% d'accès à l'énergie, j'aimerais qu'en 2030, nous soyons à 100% d'accès à l'énergie. » Le pays n'est peut-être pas arrivé à 100%. Mais des progrès sont faits. Les progrès ont été faits, l'électrification a été faite, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place et autres. Donc, effectivement, la stratégie est importante. Mais écrire des stratégies, tout le monde, quand je dis tout le monde, ce n'est pas toujours vrai, oui, bien sûr. mais beaucoup de gens peuvent les écrire. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un problème. Et là, quand je parle de la volonté politique et autres, c'est que nous avons nos gouvernants qui sont souvent conseillés ou influencés par des mécanismes qui ne sont pas là uniquement pour nous aider à nous développer. Je ne dis pas que c'est toujours ça, je ne dis pas que c'est toujours ça, mais aujourd'hui, par exemple, quand l'AFC ou la Banque mondiale vient investir dans un pays, ils regardent d'abord est-ce qu'on pourra les payer. Et si un pays est majoritaire dans, je dirais, le capital de la Banque mondiale, ou bien il a un grand capital dans la Banque mondiale et aimerait gagner d'une certaine manière, ce pays-là peut aussi être, et suivez mon regard, peut aussi, ou ces pays-là peuvent aussi influencer les conseils que la Banque mondiale va venir vous donner. Et nos responsables politiques, la plupart du temps, vous suivront moins le professeur, me suivront moins que quand il y a un jeune qui vient de sortir de HEC et qui a un poste à la Banque mondiale qui vient lui dire que choisis ceci. Et on a vu tous les choix politiques qui ont été faits. Les privatisations qui ont été faites et tout. C'est des décisions politiques. Ça passe pas parce que les gens ne pouvaient pas maîtriser la stratégie, mais parce que les hommes politiques s'en foutent. Et même les stratégies, il faut les financer. La recherche, il faut la financer. Nos pays, nos responsables politiques, regardez, tous les pays subsahariens, quel est le budget de la recherche dans la totalité de nos pays? Il est epsilonien. La question elle est centrale, cette question que Donc, vous posez. C'est une question, effectivement, professeur, la stratégie, on ne discute pas, nous sommes d'accord. Évoquons les plans. Par contre, il nous faut aujourd'hui des dirigeants à la hauteur des compétences que nous avons. Regardez ce que vous avez pu apporter en France. Les idées que vous avez apportées en France et qui ont réussi. Les mêmes idées, vous avez essayé de les apporter en Afrique. Elles n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que les responsables politiques à qui vous avez parlé les ont balayés
et autres, mais pas parce que vous n'aviez pas la compétence et la capacité de le faire. Mais eux, ils regardaient les choses différemment. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Lorsque je parle de stratégie, il faudrait bien qu'on s'entende. Oui. La formulation stratégique, c'est une chose. Oui. Mais on dira d'une stratégie, n'est-ce pas, qu'elle est pertinente lorsqu'on tient compte de sa mise en œuvre. S'il n'y a pas de mise en œuvre, il ne faut pas parler de stratégie. Ah, mais Alors, ça, oui, attention. Il faut en parce juger qu'à chaque fois par rapport à la qu'on parle de faisabilité. stratégie, vous pourriez D'accord. penser qu'il s'agit- Non, écoutez, j'ai eu la on comprend. direction de la chaire de stratégie dans une grande école de commerce. Je l'ai enseignée en 3e cycle. Je l'ai enseignée à Cotonou après l'architecture des systèmes complexes, parce que j'ai considéré que dans l'école d'ingénieurs, en France, à la centrale, à Pont-et-Chaussée, on enseigne la stratégie aux ingénieurs. Il était nécessaire de le faire. Mais vous ne pouvez pas parler de stratégie sans ne pas tenir compte de l'exécution de la stratégie. Tant qu'il n'y a pas de résultat probant... Mais s'il n'y a pas la mise en œuvre, Après la mise en œuvre d'une on appelle ça stratégie, c'est implementation. Implementation. La mise en œuvre. L'implementation, il n'y a pas de Voilà. stratégie. Alors, l'autre élément qui avait été soulevé, qui me paraissait fondamental, c'est lié au financement. Oui, là, vous c'est aviez très raison, important. Effectivement. D'où, qu'on le veuille ou pas, effectivement, je dois encore rendre hommage à Chunjang Poemi, Tout à fait. n'est-ce pas, monnaie, servitude et liberté. Exact, oui. Chunjang Poemi a été l'élève de Maurice Allais, Oui, oui. qui a eu le prix Nobel d'économie. Maurice Allais a été le professeur de Marcel Boiteux, n'est-ce pas, qui a été le directeur général de l'EDF. Chunjang Poemi a fait sa thèse avec Massé sur les choix des investissements, la gestion hydraulique, etc. Donc Chunjang Poemi dit, effectivement, que la servitude monétaire est là. Et donc, on doit pouvoir justement définir une politique monétaire. Je mets de l'eau à votre moulin. Il Ouais. dit surtout la monnaie, la monnaie précède la production. Bien sûr, mais c'est d'une évidence totale. Il n'y a même pas à discuter. La monnaie procède de la production. Oui, c'est un bien vide qui Précède, précède la voilà, production. voilà. Et donc, on a raison. Il a raison de dire, il y a des obstacles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, je dis toujours, en termes de stratégie, on parle de facteurs clés de succès. Moi, je devrais plutôt parler, j'avance l'idée, des obstacles clés d'échec, qui font que finalement, pourquoi nous avons tous des éléments, etc., nous ne réussissons pas. C'est ça sur lesquels nous devons pouvoir travailler. Vous avez mis en évidence quelques obstacles là tout à l'heure, des gens qui s'en foutent totalement. Est-ce qu'ils s'aiment et se détestent? Ça revient au problème en fait de la survie de la race noire. Alors, c'est très important, les différents points que vous évoquez dans cette émission, et surtout celui lié à la question du financement. Oui. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, elle est l'ancien centrale. Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, disait à l'occasion d'un séminaire, si j'ai un conseil à donner aux pays africains, c'est de se méfier de la Banque mondiale et du FMI. Alors, quand c'est un ancien président qui vient nous dire ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais très rapidement, M. Ngo, et là, on est confronté à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que nous avons aujourd'hui des pays qui ne sont même pas en situation de financer au-delà de 50% leur budget. C'est-à-dire que les députés votent un budget, élaborent et votent c'est vrai. un budget. Et on n'est pas en situation de mobiliser la totalité de ce budget. Il faut attendre le bon vouloir des partenaires extérieurs pour avoir la deuxième moitié de son budget. Comment, dans ces conditions, voulons-nous construire des infrastructures énergétiques? On peut le faire en autofinancement. On laisse M. Ngo finir. Alors, non, effectivement, vous posez là le problème de l'effectivité des budgets. Oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Je pense quand même que dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire peut avoir 5-6% de croissance, Ah oui, elle pratiquement doubler leur PIB par habitant depuis 2 ans, ça veut dire quand même qu'il y a une effectivité des budgets qui sont annoncés. Donc c'est tout à fait possible. Et pour ceux où ce n'est pas possible, je vais donner un cas, le cas d'Éthiopie, le grand barrage. L'Éthiopie s'est confrontée à une situation où, géopolitiquement, c'était compliqué, et donc ils ont eu du mal à trouver les financements. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un fonds souverain qui a été financé par le contribuable somalien directement, éthiopien directement. Oui. Donc, dès lors que nos États sont capables d'être courageux et qu'ils sont capables de créer la confiance avec la population, je pense qu'une fois qu'on a expliqué à la population que le bien fondé est celui-là,
je pense que les gens Mais sont capables de se mobiliser. Quand nos propres politiques ont plongé le peuple dans la précarité, les marges sont réduites en termes de Oui, contribution. donc on en revient au problème politique. Parce Oui. que finalement... À la question de la stratégie, à nouveau. Ce n'est ni la contrainte technique, C'est ça. ni peut-être la contrainte même stratégique, c'est finalement le fait qu'on a des dirigeants qui eux-mêmes mettent des contraintes pour rester en place. Ça devient trop politique peut-être, mais Nous avons souvent, obligé d'y venir. Monsieur Vincent Nkondjok, dans les années 80, 90, et c'est peut-être là que le professeur a totalement raison, on a connu le phénomène des éléphants blancs. Ces édifices, ces infrastructures inutiles qui ont coûté tellement d'argent, mais qui finalement se sont avérées inexploitables. Le professeur dit, tant que ta stratégie n'aboutit pas, enfin la mise en œuvre de ta stratégie n'aboutit pas à des résultats concrets, probants et profitables, tu n'as pas eu de stratégie. On est là, de plein pied dedans. Oui, mais ce qui s'est passé dans ces années-là, il n'y avait pas souvent de stratégie derrière, quelle qu'elle soit, et deux fois, il n'y avait même pas de plan. Ça veut dire qu'on avait une idée qu'on jugeait comme étant lumineuse et qui était quasiment isolée. Il a parlé aussi d'un point, et moi j'en parle énormément parce que venant du nucléaire, la base même de la réaction en chaîne, c'est la masse critique. C'est ça. Donc, quand on parle d'éléphants blancs, la plupart du temps, c'est des projets isolés, la plupart du temps, C'est vrai. qui ne venaient pas avec un mécanisme de masse structuré qui pouvait leur permettre. Donc, là, on revient encore sur l'aspect stratégie. Mais moi, comme je vous ai dit, parlant de stratégie, tout a déjà été dit. Moi, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on aille un peu plus bas. Bien sûr. Quand on revient sur l'aspect financier, Oui. aujourd'hui, et même en oubliant la stratégie, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des pays qui sont considérés comme des pays n'ayant pas d'argent. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. La réponse, c'est non, c'est pas vrai. Nous sommes des pays qui avons énormément de moyens, mais dont on ne sait pas utiliser d'une certaine manière. Aujourd'hui, effectivement, et quand on dit, vous avez parlé d'Obasanjo qui parle d'éviter, ou du moins Le FMI et la Banque mondiale. le FMI et la Banque mondiale, la Corée du Sud, dans les fins des années 60, début des années 70, la Corée du Sud, ils voient leur stratégie de développement énergétique. Oui. Et je vais en parler. Et ils disent, bon voilà, nous, on va construire le maximum de centrales. Pourquoi? Parce qu'on veut baisser les prix. Et quand les prix seront bas, les industriels vont venir. Absolument. On leur dit non, Oui. c'est à l'encontre de la planification énergétique qui dit il faut apporter ce que le peuple peut absorber. Ils disent nous, on s'en fout. Et ils disent bon, qu'est-ce que vous allez faire? On va construire le nucléaire. Mais non, jamais. Pourquoi vous mettez dans le nucléaire et tout cela? Il y avait le président qui était à l'époque, c'était Park. Le général Park, Exactement. il a dit je vous emmerde, je le fais quand même. et je vais le faire. Et il l'a fait. Et Il l'a fait. Il sort d'une guerre. On lui dit, mais ton PIB là, c'est Epsilon. Tu n'as pas de moyens. Je m'en fous. Il a utilisé tout ce qu'il pouvait avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire, je prends que ce soit la communauté béninoise ou bien la diaspora camerounaise et ainsi de suite. Si on dit aujourd'hui, et encore faut-il que cette diaspora-là ait confiance à ceux qui vont gérer cet argent. Oui, c'est ça. Ça, c'est un problème Faut créer un fonds. important. Oui. On ne leur dit même pas de créer un fonds. Il y a un projet structurant qui est tel, qui va apporter ceci, ou alors un mécanisme qui va nous permettre de faire ceci. Et ils ont la certitude qu'il va être bien géré. Vous voyez le nombre de Béninois qu'il y a ici, C'est vrai. uniquement en France. Si chacun dit qu'il donne simplement 250 €, quelle est l'infrastructure qu'ils ne pourront C'est pas vrai. construire? C'est Les vrai. Camerounais, c'est quasiment pareil. Totalement. Les Vous Nigériens, avez c'est quasiment raison. pareil. Et autres. C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, et on revient toujours sur la stratégie, mais moi, j'essaie de la ramener vers Absolument. le bas, et aussi la confiance. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, nous Ça, c'est avons un point très des important. responsables politiques pour lesquels nous n'avons pas toujours confiance. Donc, ça veut dire que quand on vient vous dire donnez vos 100 €, vous voyez vos 100 € qui vont acheter le champagne de quelqu'un Oui. ou la voiture. de Ou bien quelqu'un, on dit que eh ben, vous le voulez directeur plus. général du fonds a disparu. Et il est allé s'installer aux États-Unis. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans Après, quelques je donne instants. un complément. S'il vous plaît, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free.
Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'insupportable phénomène du délestage sur le continent. Mes trois intellectuels et ingénieurs africains sont toujours avec moi. Professeur David Asiva Johnson, Vincent Nkonjok évoquait dans la deuxième partie de notre émission un point très important, notamment lié à la question des voix. C'est le troisième titre de notre émission, à la question de mobilisation de ressources financières. Et il dit, et il a sans doute raison, quand on sait que ce que la diaspora envoie en Afrique dépasse de loin l'aide au développement. Oui. Donc peut-être, si nous avons des structures sérieuses, une gouvernance responsable et qui donne confiance, peut-être pouvons-nous aussi mettre à contribution les diasporas africaines quant à ce qui concerne la mobilisation des ressources pour construire des infrastructures. Je voudrais donner un complément d'information par rapport à l'observation qu'il avait faite tout à l'heure. Permettez-moi cette digression. Il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment qu'il y ait une opposition entre ce que nous sommes en train de dire. Ah, non, C'est une analyse complémentaire, etc. Exactement. Bien sûr. Et je voudrais rebondir sur quelque chose, parce que j'ai étudié ce qui s'est passé au niveau du Japon et de la Corée du Sud dans ce qu'on a appelé le décollage économique et le cas également de la Chine. Alors, je reviens sur le cas de la Corée du Sud que vous avez évoqué. Et je tiens à vous attirer votre attention que le général Park, c'est essentiellement sur la stratégie qui s'est fondée. Essentiellement, pour lui, c'était moteur. Oui. Il a lu les traités de tous les grands stratèges, dont notamment Gamel Nasser, dans la construction de son pays. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, quand il rencontre la Banque mondiale qui s'oppose à la production de l'industrie sidérurgique pour jeter le pont en deux villes, etc., il dit que le financement, nous allons nous le mobiliser nous-mêmes. N'est-ce pas? À l'époque, c'était les cheveux des Coréennes qui étaient vendus pour obtenir des devises. C'était des Coréens qui allaient en Allemagne pour travailler, faire du cocooning pour obtenir des devises. Et ça s'est financé par des ressources endogènes. Ce sont des ressources endogènes qui ont permis le décollage de la Corée du Sud. Donc, on est en train de parler du problème, en fait, du financement. Exactement. N'est-ce pas? Donc, l'Afrique a les moyens de pouvoir financer son développement indépendamment, justement, même de la contribution de la Corée, de la diaspora. Et Diop l'avait traité. C'est justement l'utilisation également de nos ressources minérales qui doivent jouer un rôle et donner le coup de fouet. Et essentiellement, là, par exemple, on voit le cas de l'uranium. Entre les 0,08 centimes, il paraît qu'effectivement, la Russie l'achète à 146 $ la tonne. On est passé à une variation de 18 000%, n'est-ce pas, d'acquisition de valeur. Donc, en fait, en réalité, il faut pouvoir définir la feuille de route par rapport à la mission que l'on se donne. C'est-à-dire, il n'y a pas de sortie de sous-développement sans la maîtrise des sciences et techniques. Il n'y a pas d'industrialisation sans la production énergétique. Quelle production énergétique? Comment le mix
on va envisager ce mix à travers les différentes sources d'énergie Justement. qui existent. Et mieux encore, puisqu'on parle de l'énergie thermonucléaire, les connaissances de l'énergie thermonucléaire, elles ne sont pas très difficiles. C'est pas très difficile, c'est directement accessible. Quand j'ai étudié le cas de la France, vous savez, c'était les connaissances, c'était en 1900, c'était Robert Dautré, avec la volonté du général de Gaulle. Dautré avait fait l'école centrale, l'école des arts et métiers. Il a passé le concours pour entrer à l'école polytechnique par la suite. Mais en fait, j'ai regardé le cours de formation qu'il a eu dans les années 48, 49, 50. C'est à la portée de nos étudiants en L1, L3. N'est-ce pas? Nous avons là les éléments pour pouvoir former les ingénieurs et attaquer directement cela. Donc le problème n'est pas là. Pour moi, c'est que avons-nous la volonté... Ça, c'est une question fondamentale. Avons-nous la volonté d'en finir avec la médiocrité qui est la nôtre? Monsieur Nkondjok Vincent, admettons que nous ayons la volonté, comme le dit le professeur. Nous avons rappelé au début de cette émission, nous avons cité les différentes sources d'énergie qu'il y a. Énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, l'énergie géothermique, etc., etc. Compte tenu du coût élevé de production, de la non-disponibilité de la technologie, etc., laquelle de ces énergies peut être accessible pour nous, c'est-à-dire moins cher pour nous? Qu'est-ce qu'il faut privilégier ici? Non. Normalement, aujourd'hui, on ne peut pas choisir d'énergie. C'est comme on vous dirait aujourd'hui, eh ben, manger la banane pendant tous les jours. Il est important de faire une variation pour qu'il y ait un équilibre. Et on a parlé de planification énergétique. Stratégie planification énergétique, c'est quoi? C'est de regarder ce que vous possédez comme énergie de base et voir comment vous allez l'utiliser. Oui, bien sûr. Certaines vont être chères parce que toute énergie a des avantages et des inconvénients. Et toutes sont complémentaires. Donc, ça veut dire que le solaire, aujourd'hui, va vous permettre de faire une installation dans un village que vous ne pourriez pas faire avec une centrale hydraulique, avec une très grande ligne de transport qui vous revient très cher. Et l'industrie qui est à côté de la centrale hydraulique vous permet de réduire le coût du transport et ainsi de suite. Donc, toutes ces énergies sont intéressantes pour nous. Maintenant, en ce qui concerne les mécanismes d'appropriation de ces sources-là, c'est ce que je disais tantôt, c'est de créer les infrastructures qui vont faire en sorte que tout cela puisse être absorbé convenablement. Et comme le disait le professeur, entre guillemets, les ressources humaines font partie de ces infrastructures. Le cadre réglementaire, le cadre normatif, le cadre des achats, le réseau électrique, tous ces mécanismes-là doivent être là et préparés à ce que vous puissiez absorber. Précisez-nous quelque chose, c'est très important, monsieur Nkondjok. Il y a un contexte. Le contexte, c'est que les Occidentaux, après avoir développé leur source d'énergie, pour l'essentiel assez polluante, posent maintenant la question de l'environnement. Et donc de l'énergie propre. Nous, on était derrière eux. C'est eux qui ont créé tout ce qu'il faut. Vous savez la réponse. Comment on se situe par rapport à ça? Est-ce que nous allons nous lancer aussi dans ce débat ou faut-il sortir ou non du nucléaire ou bien faire la suite de rêve? Je vais vous donner une contradiction. Il y a encore 2 ans, 3 ans, il y avait la COP 28, la COP 29. C'est ça. Et il s'est avéré que le nucléaire était une énergie propre parce que elle évite le réchauffement climatique. Bien sûr. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Par contre, y compris les Verts, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont des écologistes qui supportent le nucléaire par rapport à d'autres sources énergétiques. Par contre, si vous allez à la Banque mondiale ou à la BAD, en leur disant que je veux construire une centrale nucléaire, ils vont dire nous ne finançons pas. Nous ne finançons pas. Par contre, si vous leur dites, voilà, je vais faire une centrale solaire, qui peut aussi avoir beaucoup de dégâts. Parce qu'aujourd'hui, tous les panneaux solaires qui sont produits, toutes les batteries qui ont été produites, ces déchets-là, personne n'en parle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une énergie purement propre. Absolument. Toutes les énergies ont un certain côté positif et un côté négatif d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, quand on nous parle des énergies propres, je vais vous dire une chose, et je prends toujours des exemples les plus simples.
vous ne pouvez pas dire, oh, je veux manger allégé, un yaourt allégé, quand vous n'avez pas de yaourt. Le premier yaourt qui va se présenter, vous allez le manger, et quand vous en aurez beaucoup, alors là, vous allez dire, non, je snob les yaourts lourds, je vais manger les yaourts allégés. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons des délestages. Je ne dis pas qu'il faille prendre les sources énergétiques les plus polluantes. Par exemple, et même, nous n'avons pas beaucoup de sources énergétiques polluantes. Nous n'avons pas de charbon chez nous, donc on ne l'utilise pas. Un pays comme le Cameroun et autres, c'est plus de 70% d'énergie propre, puisque c'est l'hydroélectricité. C'est vrai. Et le jour où vous dites que non, je vais quand même construire, je donne un exemple, une centrale à charbon, 70% d'énergie propre, mettons 2% d'énergie peut-être polluante, on va vous dire non, ne construisez pas. Pourtant, combien le pourcentage, l'Allemagne a 30% de production par charbon. La Chine a plus de 50% de production par charbon. Donc, je ne dis pas qu'il nous faille aller vers ces sources énergétiques-là. Je dis simplement aujourd'hui que nous devons avoir notre vision à nous, notre perception de la situation, notre analyse de la situation et essayer de mettre en œuvre ce qui est bien pour nous. Et ce qui nous permet de nous développer, mais surtout ce qui permet à ce que nos enfants, nos prochaines générations vivent dans des pays qui sont optimums. Donc ne soyons pas là par rapport aux règles qui sont fixées par les autres. Fixons-nous nos règles qui sont les plus appropriées pour nous. C'est ce que je pourrais dire. Il est tombé d'accord. C'est d'abord le problème de la vision. Et dès lors que vous parlez du problème de la vision, vous êtes encore dans la dimension stratégique. Parce que la vision précède. Notre problème, c'est le problème de la vision. Et j'ajouterais la chose suivante. Vous savez, il y a le barrage d'Inga, parce que le barrage d'Inga, le professeur Cheikh Anta Diop en avait déjà parlé. La capacité du barrage d'Inga, si on l'envisageait en termes de fleuve Congo, pour produire de l'électricité, n'est-ce pas, non seulement qui va pouvoir alimenter tout complètement le continent africain, mais l'Amérique du Nord. Mais le problème qui se pose, effectivement, c'est le problème du transport, comme il a soulevé tout à l'heure. Mais maintenant, les technologies ont avancé, on commence à avoir moins de pertes au niveau du transport. Bon, alors, si on prend ce cas, le cas du Congo, le fleuve Congo, là, l'Afrique du Sud a pris une partie de l'électricité, une production du Congo, etc. Donc, en fait, on n'a pas une vision continentale de la production, en fait, énergétique. Donc, quand je reviens en disant que les choix sont inexistants, la vision est inexistante, c'est-à-dire qu'on devrait se poser la question, effectivement, de la production énergétique au niveau continental. Oui, au moins sous-régional. Tout au moins. À tout le moins. À tout le moins. Après, il y a les technologies, il y a les problèmes de planification, il y a les problèmes de financement, il y a les problèmes de hiérarchisation, il y a les problèmes effectivement de hiérarchisation. Quelle technologie choisir par rapport à d'autres en entendant qu'on ait en fait des sources de financement etc. Donc vous voyez, en fait, c'est une étude de la filière, une volonté en faisant appel aux ingénieurs, aux connaissances qui sont les nôtres, etc. Pour pouvoir justement aider le pays à pouvoir faire ce décollage. Et ça, je chute. Et il faudrait aussi que nos camarades qui sont sur place essayent de ne pas jouer la médiocrité et qu'ils reconnaissent qu'en fait, il y a de l'excellence qui vient de l'extérieur. Parce que parfois, nous avons des collègues sur place qui ne font pas le saut qualitatif et qui n'empêchent pas justement de le faire. Si vous commencez par les traiter de médiocres. Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, ben, vous dites la médiocrité. Non, je n'ai pas dit ça. Si, mais, alors qu'on attendez, oui, mais que vous me dites ça, mais Trump nous traite de médiocres. Oui, mais bon. Alors, moi, je veux défier Trump. Moi, je pense qu'il faut relativiser. Je veux défier Trump parce que nous avons été les premiers à élaborer les mathématiques, la première civilisation. Donc, on ne peut pas attendre que, justement, les autres nous insultent. Nous devons jouer un rôle fondamental dans le 21e siècle et retrouver la place qui fut la nôtre dès l'origine de l'humanité. Absolument. C'est absolument. C'est totalement clair. Vous êtes un disciple de Cheikh Anta Diop, ça se sent. Olivier Ngor, quand je préparais cet échange, j'ai lu un rapport, le rapport d'un séminaire, d'un atelier, on va dire, sur les minéraux et l'énergie. Et en Afrique, c'était les 23 et 24 août 2023 à Abidjan.
Et je découvre, 10 pays participaient à cet atelier, et je découvre que il y a le représentant de la Guinée, par exemple, qui déplorait une situation qui est la suivante. Il dit, nos matières premières, nos minéraux, c'est celui qui l'achète qui nous dit le taux de pureté qu'il y a dans ce qu'il a pris. C'est-à-dire que quand il prend 1 kilo d'or, il revient nous dire après raffinerie, au fond, c'est 45 grammes d'or que j'ai dans le 45 grammes d'or que j'ai trouvé. Et toi, le vendeur, tu acceptes. Ou du moins, il dit, j'ai fait des prélèvements et dans mon laboratoire, après les prélèvements, je me suis aperçu que le taux de pureté est de tel. Et ce Guinéen déplorait le fait que nous n'ayons pas de laboratoire, d'usine capable de raffiner nos propres minéraux et de définir les prix. Comment on fait face à ce problème? Alors, moi, j'ai une solution de rupture. Ah, allez-y. Sur cette question globale, qu'il s'agisse des minerais Ou de l'énergie. de l'énergie de façon globale. J'ai une solution de rupture, c'est la suivante. Nous devons nous écarter du modèle néolibéral. Pendant des dizaines d'années, nous avons exporté nos matières premières sans en tirer aucune valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous devons être dans une réflexion de rupture. Parce que ce sont ces mêmes matières premières qui peuvent constituer le point d'ancrage stratégique pour faire face Au lendemain. et à la formation des grands groupes Oui. au niveau du monde. Oui, mais quand Je termine. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de considérer que nous devons créer un pôle de compétences sur la connaissance de ces matières premières, quelles qu'elles soient, les monitorer, bien sûr, et en faire une valorisation financière qui va être constituée le fonds souverain, tout au moins régional, parlons même de l'Afrique centrale, les 6 pays, Cameroun, Centrafrique, Tchad, etc. C'est une zone extrêmement riche, donc qui va constituer ce fonds souverain, qui va être le point d'appui d'une monnaie souveraine, et qui va donc nous permettre à ce moment-là d'avoir les coudées plus franches, pour avoir plus de financement dans les sources d'énergie, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire que ce qui fait que nous sommes restés dans ce que vous avez expliqué, oui, mais on revient tout le temps au même point. C'est encore une fois probablement l'incompétence. L'incompétence à la fois de nos dirigeants et de ceux qui les entourent. Si ce n'est pas l'incompétence, c'est tout au moins... Ne pas avoir les moyens, ce n'est pas de l'incompétence. Non, ce n'est pas qu'un problème de moyens. C'est une question de vision holistique et de stratégie intégrée qui permet de pouvoir réaliser des choses convenables. Je vous donne un exemple. Est-ce que nos micro-États sont en situation de créer, par exemple, des raffineries nationales? Pourquoi vous parlez de micro-États sans vous savez que... Je vous donne un exemple. Le Yoruba qui est au Bénin, ce n'est pas le même qui est au Nigeria. On est d'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, parler des micro-États, et le professeur l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a créé, même s'il n'a pas précisé cela, qu'est-ce qui a créé l'Europe? C'est l'union sur l'énergie. Bien sûr. Donc, ça veut dire que l'union de l'énergie créera davantage l'Afrique. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand moi je parle d'un projet énergétique au Cameroun, par exemple, au sens global. moi je le vois pour le Gabon, je le vois pour le Tchad, je le vois pour la République africaine et tout cela. Donc, tant que nous ne réfléchirons pas comme cela, on sera toujours des micro-États et donc on ne pourra pas avoir des grands projets. Et de ce point de vue, je donne une précision, ce point de vue, il y a l'économiste Kako Noboko qui a largement théorisé ça sur la théorie des communs. C'est-à-dire cette façon de mettre en commun les moyens de production, que ce soit en agriculture, etc., dans les pays africains. Professeur, on vous nomme ministre de l'Énergie la semaine prochaine. Vous commencez par où? Je commence tout de suite par former des ingénieurs. Parce que, pour moi, c'est indispensable. Comme vous avez parlé tout à l'heure de la qualité, déterminer la qualité, effectivement, du matériau. Oui. Alors, pour la petite histoire, le professeur Cheikh Anta Diop disait la chose suivante. Tant que vous n'avez pas la maîtrise totale de vos matériaux, laissez-les sous terre.
C'est clair. Laissez-les sous terre. Merci. Et c'est un ouvrage qui a été écrit en 1960, fondements Des fondements économiques et culturels d'un voilà. État fédéral Et ça a été traité. d'Afrique noire. Ça a été traité, Merci, ces problèmes-là. professeur. Merci. Non, alors, non, l'Afrique doit se prendre en charge. L'Afrique doit se prendre en charge. Le message est très clair. Et nous avons des ressources. Ah, totalement. Merci. Totalement. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Nous espérons que cet échange aura apporté quelque chose à la réflexion globale sur Très bonne discussion. le déficit énergétique. J'espère qu'ils vont bien prendre ça. Hein. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à l'insupportable phénomène de délestage sur le continent, mais des pistes, des solutions ont été esquissées dans cette émission. Espérons que les décideurs en fassent usage et que nos populations sortent de cette difficulté que représentent les délestages sur le continent. En tout cas, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. NCA, c'est désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique 573. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci. Merci. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.